parole d'abord, c'est vous qui... Monsieur Sidaoui. Monsieur Sidaoui qui va commencer. Ah bon, moi? Voilà. D'accord. Alors, Non, ici. La Voilà. caméra, vous appuyez sur la caméra. ici. Oui, non, je faire là. et puis après, on passera la parole à Monsieur Birol. On vous entend. Non, c'est bon. Non, maintenant c'est bon. Fermez celui-là. D'accord, voilà. Alors, bonjour, merci. Comme l'autre fois, je vais essayer quand même une approche entre guillemets scientifique. C'est dur de parler de sciences en sciences sociales dans leurs relations internationales. La Turquie est couverte par mon centre, le centre que je dirige, le CARAPS, avait jadis la politique, ce que nous appelons 0% de problèmes avec les voisins. Alors on passe de 0% vers 100% de problèmes avec les voisins. Comme j'ai dit, nous travaillons toujours dans le centre sur les versions officielles. On n'a aucun rapport avec les médias alternatifs ou les théories complotistes, mais c'est juste avec les versions officielles. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé sur la Turquie officiellement? J'ai trouvé une vidéo de Joe Biden, le numéro 2 aux États-Unis d'Amérique. Il vient juste après Obama, devant des étudiants à l'université de Harvard, et il parle de la Turquie et qui finance Daesh et qui a créé Daesh et pourquoi. Donc on va voir cette vidéo qui va durer que 2 minutes, pas plus. What my constant cry was that our biggest problem is our allies. Le son, je ne sais pas in the comment. region are our largest problem in Syria. The Turks were great friends, and I have a great relationship with Erdogan, which I just spent a lot of time. Great friends, and I have a great relationship with Erdogan, which I just spent a lot of time with. The Saudis, the Emiratis, etc. What were they doing? They were so determined to take down Assad and essentially have a proxy Sunni-Shia war. What did they do? They poured hundreds of millions of dollars and thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Assad, except that the people who were being supplied were al-Nusra and al-Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts of the world. Now you think I'm exaggerating? Take a look. Where did all of this go? So now what's happening? All of a sudden, everybody's awakened because this outfit called ISIL, which was al-Qaeda in Iraq, which when they were essentially thrown out of Iraq, found open space and territory in eastern Syria, worked with al-Nusra, who we declared a terrorist group early on, and we could not convince our colleagues to stop supplying them. So what happened? Now all of a sudden, I don't want to be too facetious, but they have seen the Lord. Now we have, the president's been able to put together a coalition of our Sunni neighbors, because America can't once again go in to a Muslim nation and be the aggressor. It has to be led by Sunnis to go and attack a Sunni organization. And so what do we have for the first time? Now Saudi Arabia has stopped the funding going in. Saudi Arabia is allowing training on its soil of American forces under Title X open training. The Qataris have cut off their support for the most extreme elements of the terrorist organizations. And the Turks, President Erdogan told me, he's an old friend, said, you were right, we let too many people through. Now they're trying to seal their border. Var mı acaba? Türkçe'ye çevirmek gerekiyor mu? Il y a deux personnes qui ne comprennent pas.
C'est un peu long. Hein, Oui, on ne peut pas, après vous résumer, c'est tout. Hein, à la fin. résumer On pas. Donc, Joe Biden, qui est le numéro 2, pour la première fois, ici, l'Arabie Saoudite est souvent citée avec le Qatar par Yves Bonnet, l'ancien patron de la DST française, dans son fameuse interview avec la Dépêche de jeudi, reprise par plusieurs médias. Sakhaline aussi a publié son bouquin. C'est classique qu'on accuse avec des arguments l'Arabie Saoudite et le Qatar de financer le terrorisme. Mais la Turquie, c'est la première fois que Joe Biden la cite. Ça veut dire qu'elle a participé avec le Qatar et l'Arabie Saoudite en créant, en finançant, en aidant logistiquement Daesh. Mais maintenant, ça va on le voir dans le petit paragraphe sur le terrorisme. Tout d'abord, qui est Erdogan? Erdogan, si vous voulez, ce n'est pas un chef islamiste turc uniquement. Il ne faut jamais penser à ça. C'est beaucoup plus. C'est le chef d'un international islamiste qui se repose sur la confrérie des frères musulmans. Donc, Erdogan s'est lié avec les frères musulmans égyptiens, tunisiens, algériens, partout où il y a des frères musulmans, il y a Erdogan. Et qui finance? C'est le Qatar. Le Qatar, c'est le trésor des frères musulmans. Al Jazeera, c'est la porte-parole. Et Erdogan exécute sur le terrain syrien. Alors, on voit bien que parce que dans ma conférence, je distingue entre les enjeux politiques et les enjeux économiques qu'on oublie souvent. Donc là, toujours on est dans les enjeux politiques. On voit bien, dernièrement, même qu'il y a eu un soutien de l'armée turque à Daesh indirectement, parce que Daesh est en guerre contre les Kurdes et l'armée turque intervient contre les Kurdes et bombarde les Kurdes, même les Européens ou les États européens occidentaux qui n'aiment pas trop Bachar al-Assad, mais disent arrêtez, ça c'est de l'opposition modérée. On ne peut pas vous soutenir dans le bombardement des Kurdes syriens. Erdogan aussi, c'est un chef charismatique. On l'aime, on ne l'aime pas. Il a ses partisans. Il a beaucoup de partisans, mais dans son monde, le monde des islamistes et des frères musulmans. Évidemment, pas au sein du monde démocrate, ni libéral, ni de gauche, ni socialiste, ni nationaliste même, mais c'est le monde des frères musulmans, des islamistes, et des wahhabites, et de Daesh, ainsi de suite. Elle est leur chef charismatique aujourd'hui. Mais ce chef charismatique, il est en conflit aussi avec un autre chef charismatique qui est entré dans la scène, c'est que Vladimir Poutine. Parce que souvent en relations internationales, on parle trop des États, comme des États froids, rationnels, des institutions qui ne pensent qu'aux intérêts, mais on néglige aussi la dimension subjective des conflits. Insultant Otmani, qui est Erdogan, qui a construit un château qui dépasse $1 milliard pour faire rêver les mille et une nuits et la grandiose de l'Empire ottoman, et un autre chef charismatique au sein de son peuple, qui est la Russie, mais il devient aussi très 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 populaire dans le monde arabe. Quand je regarde Facebook, je vois des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Égyptiens, des Syriens, des Irakiens qui mettaient dans leur profil la photo de Vladimir Poutine. Désolé, ils n'ont jamais mis une autre figure occidentale, par exemple. Donc, on est face à deux charismes, deux chefs charismatiques, et une puissance nucléaire mondiale, qui est la Russie, elle est là, et une puissance régionale, qui est la Turquie, dirigée par Erdogan. Dernièrement, on a parlé même de la possibilité d'une intervention militaire turque. Alors là, les dernières déclarations de l'OTAN qui viennent de Bruxelles, ils ont dit à Erdogan, mais attention, on ne peut pas aller loin, on ne peut pas entrer dans une guerre nucléaire contre la Russie pour une simple raison, pour défendre la personnalité charismatique d'Erdogan. Donc nous, on ne peut pas vous cautionner. La Russie, elle est là, les jeux sont changés. Maintenant, le rôle des services secrets turcs vis-à-vis des terroristes. Nous savons bien qui finance, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Aujourd'hui, c'est une axiome, ce n'est pas un théorème à montrer ou à vérifier. Des grandes personnalités ont confirmé cet axiome, Yves Bonnet, même le ministre des Affaires étrangères allemand, même à Arte, je regarde une fois soir tard, Théma du Djihad, des professeurs d'université
des politologues. Le conseil du gouvernement allemand dit tout simplement c'est qui a créé Qaïda ou Daesh et qui finance le terrorisme. C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc c'est une action. Ce n'est pas un théorème à démontrer. Alors comment ça se passe? Tout terroriste, surtout du Maghreb. Je prends mon pays d'origine, la Tunisie. On a 3 000, 4 000, 5 000 Tunisiens qui traînent en Syrie et en Irak, chez Daesh ou Al-Qaïda ou Jabhat Nusra, qui les amènent là-bas. Il faut 20 000 $ pour chaque tête. Et ceux qui payent, on sait bien maintenant que c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais la Turquie accueille. Depuis l'aéroport d'Ankara d'Istanbul jusqu'à Alep. Sinon, c'est impossible. Ces jeunes-là, ils ne viennent pas de Mars. Ils passent par une frontière terrestre et par un soutien logistique. Des voitures 4x4, des hôtels, etc. Et on les amène au front, que ce soit à Alep, à Homs ou autre. Donc, tout terroriste, et attention pour le terrorisme, la différence peut-être entre un politologue, historien et journaliste, les journalistes, ils oublient vite, ils ont la mémoire courte. Nous, on n'a pas la mémoire courte. Le terrorisme, les 2 premières années de la crise syrienne 2011-2013, quand je vois les médias français et occidentaux, ils parlaient des combattants de la liberté, combattants pour la liberté. 3e année, des djihadistes. 4e année, 5e année, des terroristes. Dieu merci. Ce sont les 2 dernières années où on a commencé à parler des terroristes. Avant, on n'était pas des terroristes. Ils étaient des combattants pour la liberté. Alors, ces combattants pour la liberté doivent passer par la Turquie. J'étais à Bruxelles le mois passé, j'ai une conférence complète sur le terrorisme, sociologie du terrorisme, facteurs, enjeux et solutions proposées. Et il y avait une dame belge, blonde. Elle m'a dit que son fils, elle s'est mariée avec un Marocain, son fils est mort dans les combats en Syrie. Qui les a amenés, évidemment, le petit cheikh qui a recruté, mais on s'arrête là. Puis je lui ai dit alors, est-ce que la Belgique a négocié, a vu avec les autorités turques? Elle m'a dit oui. Chaque fois que je demande, le ministère des Affaires étrangères belge, elle me répond qu'on a essayé de contacter nos homologues turcs, mais ils ne répondent pas. Mais je dis, écoutez, ce n'est pas une histoire d'un cheikh qui a une petite boutique qui a recruté votre enfant. C'est toute une machine gigantesque. On parle 30, 40 millions, des milliards de $. Et elle commence à pleurer. Elle me dit, mais monsieur, ils m'ont menacé. Bon. Alors moi, les menaces, je les reçois chaque jour. Ce matin, sur une vidéo de YouTube, intégralement, va tu tuer, on va t'égorger, Ria, tu vas voir. C'est mon pain quotidien, avec mon café chaque jour, les menaces. Donc, le terrorisme, la Turquie est impliquée dans le terrorisme. Si des pays ou des États ou des intellectuels veulent dire que c'est un combat pour la liberté, Daesh ou Fabius, mais on n'est plus là, qui a dit que Jabhat Nusra et Al-Qaïda a fait un excellent boulot, ils sont libres. Mais avec le terrorisme, on n'utilise pas de poids, de mesure. Un terroriste ou un combattant pour la liberté. Pour que je ne monopolise pas trop la parole, je veux parler des enjeux économiques aussi de la Turquie. Parce qu'on sent qu'Erdogan a quelque chose de plus que rationnel, une haine vis-à-vis de la Syrie. Malgré que Bachar était ses copains, ils ont fait sur leur yacht, et les enfants ensemble, ils ont été filmés, photographiés. Mais aussi il y a des enjeux économiques. Et historiquement parlant, toujours il y a une concurrence n'est pas toujours parfaite entre le souk, le marché d'Alep, et le souk d'Istanbul. Et le souk d'Alep a été brûlé, détruit pendant cette guerre. Des usines démantelées, déboulonnées, pour toujours aider les Syriens pour la liberté et la démocratie saoudienne, wahhabite et qatarienne. Donc, tout doit être expliqué par aussi ces enjeux économiques. Diviser la Syrie aussi, maintenant, aujourd'hui, on sait que l'armée syrienne, grâce au soutien massif de l'armée russe, est en train de gagner chaque jour ces batailles. Donc, maintenant, on parle de diviser la Syrie. Toujours la Turquie a envie de voir une petite partie de la Syrie. Surtout, nous savons bien, la Turquie est composée de plusieurs nations. Ça veut dire qu'il y a des arabophones, il y a des Kurdes, etc. Antakya, il y a les arabophones. Sanjak Iskandarouna. Donc on veut diviser.
Parfois on parle d'un couloir pacifié et parfois même d'avoir un morceau. Donc aujourd'hui, après 5 ans de combat, d'intrigue, parce que la Libye c'était intervention directe, nous étions clairs, en Syrie, vu le veto russe et chinois, double veto utilisé 5 ou 6 fois, donc il n'y a pas une intervention militaire étrangère. Il y a ce que nous appelons intervention par le biais des services secrets. Ça veut dire une guerre secrète, une guerre secrète qui n'est pas visible. Aujourd'hui, on voit bien que la Turquie, Erdogan plutôt, parce qu'il y a une opposition turque forte, est humiliée par la présence russe, parce que le ciel syrien est désormais protégé par les S-400 et les S-300 russes. Les Russes sont là. Donc, c'est fini de violer ou de bombarder ou entrer militairement. C'est un pays qui est protégé par un grand pays ami. C'est fini. Ce n'est plus faible, ce n'est plus toujours on attaque les plus faibles, c'est connu. Ça devient surréaliste que l'Arabie Saoudite, le Qatar, des pays moyenâgeux qui, eux, ici, ils investissent des milliards de dollars afin de répandre à la liberté et la démocratie en Syrie. Donc, il y a eu cette confrontation. Aujourd'hui, c'est sérieux. On voit bien que le temps recule. Les États-Unis d'Amérique, ils sont pragmatiques, rationnels, intelligents. Ils ne vont pas entrer dans une guerre nucléaire mondiale pour la fierté de prince Mohammed Ben Salman saoudien, ou le prince de Qatar, le vieux qui a compris les enjeux, s'est retiré tôt, parce qu'il a compris que la défaite a eu lieu, ou pour Erdogan, pour qu'il réalise ses rêves ottomans. Donc les Américains sont pragmatiques, calculateurs, ils savent bien ce qu'ils peuvent faire. Ils ont compris que la Syrie fait partie de l'espace vital, et c'est un concept en géopolitique, l'espace vital russe. On accepte. C'est bon. Bon. Évidemment, on parle aujourd'hui d'intervention militaire saoudienne en Syrie par le biais du territoire turc. L'Arabie Saoudite veut envoyer 150 000 hommes par la voie turque pour faire la guerre contre Daesh. Or, selon tous les arguments qu'on a, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui ont financé et créé Daesh. Bon, ça c'est ridicule, parce que l'armée saoudienne n'est pas une armée de combat. Selon les mémoires de Schwarzkopf, elle a montré dans son fameux livre de mémoire, pendant la guerre contre Saddam Hussein, que ce n'est pas une armée de combat, c'est une armée qui a fui ses positions à Al-Khafaji. La même chose au Yémen, avec les Houthis. J'ai les vidéos, on va pas, si vous voulez les regarder sur YouTube, dès que le petit Houthi yéménite, il n'a pas même des sandales, il n'a pas même des chaussures, et il arrive avec son RPG, sa Kalachnikov, le poste saoudien, les commandants, ils fuient leur poste. Parce qu'ils n'ont pas la conviction militaire de livrer un combat pour un prince qui passe son temps à Paris ou à Londres. C'est juste, ce n'est pas une armée de réserve, ça veut dire ce n'est pas une armée obligatoire, donc ce n'est pas sérieux de voir 150 000 hommes saoudiens sur le sol turc afin de livrer une bataille en Syrie. Ce n'est pas une armée de combat. J'ai une étude sociologique, un article scientifique sur l'armée saoudienne, plusieurs émissions de télévision. Il faut oublier. Ce sont des déclarations, parce qu'on a beaucoup de déclarations, ce que ce soit de la part d'Erdogan ou de Mohammed Ben Salman, et c'est un peu de la sublimation, si j'utilise le terme de Freud. Ça veut dire on sait qu'on a perdu, donc on cherche des victoires par des paroles et par les médias. Bon, je ne vais pas rester longtemps. Vous m'avez présenté en tant que directeur du CARAF, Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Mon site en 3 langues vient d'être supprimé sur le net par une attaque hacker le 23 février. Et mon site Riyad Sidawinet en français, en arabe, en anglais a été attaqué aussi le 23 et 24, donc il n'existe plus. Ma chaîne de YouTube, elle a 16 millions de vues. C'est moi qui parle. J'ai 1300 vidéos en français, anglais, arabe dans des fameuses chaînes de télévision. A été attaqué le 20 décembre 2015. Supprimé un certain Saudi Corporation Company. Il réclame la propriété de mes 3 vidéos. Une sur France 24, une autre sur la chaîne russe Arte, une autre chez une chaîne algérienne.
j'ai fait ce qui est nécessaire juridiquement avec YouTube, puis ils m'ont rendu ma chaîne le 9 janvier 2016. C'était ma fête, mon jour de Noël, parce que c'est 6 ans de travail, 1300 vidéos de ma personne, et j'ai parlé, j'ai dévoilé le terrorisme et la grande machine du terroriste. Je ne suis pas resté chez les petits délinquants dans les quartiers défavorisés, mais j'ai cherché le fric, j'ai cherché la machine qui finance cette machine du terrorisme. Donc, les Américains m'ont rendu ma chaîne. Souvent, je suis très critique vis-à-vis de la politique américaine dans mes interventions, mais ça n'empêche pas que je respecte beaucoup ce pays parce qu'ils continuent à m'inviter dans leur chaîne publique étatique, Al-Harra, et ils me payent bien, plus que les autres, 250 $. Et je critique. Je viens de recevoir déjà aujourd'hui le dernier paiement. Donc, c'est extraordinaire comme exemple d'une démocratie qui a sauvé mon travail depuis 6 ans, 1300 vidéos de moi-même, et qui me rend ma chaîne, et qui continue à m'inviter, malgré mes critiques qui sont objectives, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est une grande puissance, elle est là, elle fait l'équilibre dans le monde. Mais la Russie aussi, aujourd'hui, elle est là, le monde a changé en Syrie, avec les pays de BRICS, et grâce à la Russie et les Chinois qui travaillent en silence, c'est fini. On ne peut pas avoir ce petit pays isolé, la Syrie, on l'écrase et on complote, selon ce qu'il a dit Joe Biden. Je n'ai pas montré encore la vidéo de l'ex-ministre des Affaires étrangères française, qui a dit intégralement que le plan a été préparé, les Anglais m'ont contacté afin d'éliminer Bachar el-Assad. Donc, voilà le paysage. Aujourd'hui, on est face à, si vous voulez, le paysage s'est transformé complètement par l'intervention russe. Et le monde arabe et musulman s'est divisé, c'est vrai. Les terroristes, wahhabites, salafistes, djihadistes, Nusra, Daesh, frères musulmans, islamistes dans un camp. Leur chef aujourd'hui, Erdogan ou Mohamed Ben Salman, je ne sais pas, les libéraux, les démocrates, les socialistes, les nationalistes arabes, tous sont dans un autre camp. Le monde s'est divisé, c'est une réelle, et apparemment, grâce à l'intervention russe, tout a changé, et les rapports de force ont changé, et maintenant, chacun, il est dans sa vraie taille, ni plus ni moins. Et merci. Merci beaucoup, M. Sidaoui, pour cette